Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Paris, Malabo, le torchon continue de brûler. Affaire de biens mal acquis, un sujet qui davantage cristallise les attentions. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, durcit le ton à Paris et envisage d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si ce dernier, ou alors si Paris expulse les diplomates équato-guinéens de l'immeuble parisien abritant l'ambassade est confisqué par la justice. Pour les autorités équato-guinéennes, la France a franchi la ligne rouge. Le tabloïd international Courrier Confidentiel a relevé dans l'une de ses parutions la réserve du ministère français des Affaires étrangères à ce sujet. Affaire de biens mal acquis, à quand le dénouement? Procès contre Teodoro Obiang Nguema, manipulation politique comme le martel des experts, s'achemine-t-on vers une rupture des relations diplomatiques entre la France et la Guinée équatoriale? Que recherche véritablement Paris? Pour en parler, des experts de haut renom. Maître Janvier Momo, bonsoir. Bon après-midi, bonsoir Madame Capin. C'est un plaisir de vous voir toujours dans une allure où votre plumage se rapporte à votre ramage. Je suis content de faire partie des invités de ce soir. Un bonsoir particulier aux téléspectateurs d'Afrique Média. Nous saluons la Guinée équatoriale. C'est un pays qui, à un moment donné, dans l'histoire du continent africain, a donné le bon exemple et continue d'ailleurs de donner le bon exemple en termes de développement et en termes de prise en charge des difficultés dont vivent les populations. Je salue les téléspectateurs, je salue les techniciens, sans lesquels les émissions d'Afrique Média ne sont pas possibles. Je pense que cette affaire des biens mal acquis, nous sommes à 10 ans de lutte dans cette affaire des biens mal acquis, mais je pense que Afrique Média continue de répondre présent chaque fois que le destin d'un pays africain est engagé comme celui de la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale, c'est le grand arbre qui cache la forêt. Il y a des affaires d'autres biens mal acquis, tant au Congo, au Gabon et dans d'autres pays. Je pense que, étant invité par vous, madame, nous avons de la graine à moudre. Nous allons indiquer aux téléspectateurs en quoi ces biens mal acquis sont en réalité des éléments de géopolitique pour chercher à contrôler le pouvoir et les biens et les richesses de la République de Guinée équatoriale. C'est un plaisir renouvelé, Maître Janvier Momo, de vous recevoir dans le cadre justement des différents programmes de la télévision panafricaine. On rappelle justement aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, sans oublier juriste. Un autre invité, pas des moindres dans le cadre de ce programme, Doyen Simo, bonsoir. Bonsoir Madame Capin, je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau avec mon frère Maître Momo, avec qui on partage beaucoup de choses, sans oublier les autres téléspectateurs. Et vraiment encore bravo à Madame Capin pour la manière dont vous tenez ce plateau depuis un certain moment. Je voudrais saluer tous les techniciens, tous les membres du Made in Africa, tous les membres du Made in Cameroun, et particulièrement le CODEM, c'est-à-dire le comité de développement de Mungum, c'est-à-dire mon village, sans oublier toute la population de Mungum. Parce que je suis né là-bas et je suis très heureux d'être né là-bas. Je voudrais dire, Madame Capin, que depuis un certain moment, je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur et je comprends avec le temps, avec le problème du Mali. Si les Africains n'ont pas compris, je reprends. Depuis un certain moment, je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, je comprends avec le temps. Ce qui se passe en Guinée équatoriale, c'est une honte pour l'Afrique, pour la France. Si l'histoire du Mali ne leur dit rien, ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui dirigent. Ce sont des voyous qui sont à la tête de cet État. Je suis désolé de le dire au peuple français. Et je voudrais préciser ici sur le plateau que nous ne combattons pas le peuple français. Nous combattons le système mis en place depuis la nuit des temps, qui est en train de faire ses ravages partout, parce que bientôt, n'en déplaise l'Afrique, que la France, qu'elle le veuille ou pas, va quitter l'Afrique. Et nous avons l'obligation de le faire. C'est tout. Nous avons l'obligation. Quand on s'attaque à un pays comme la Guinée, ça veut dire qu'on s'attaque à tous les Africains. Je ne peux pas comprendre qu'un pays qui a pillé l'Afrique depuis la nuit des temps parle du bien mal acquis. Le franc CFA, c'est un bien bien acquis. Le vol de nos matières premières depuis la nuit des temps, c'est un bien acquis. On s'attaque à un pays et on prétend que le président Théodorin
à voler les biens de l'État équatorien. Si c'était avéré, en quoi ça concerne la France? Les Français doivent porter plainte contre un citoyen africain pour se plaindre des histoires qui se passent en Afrique. Bref, on va rentrer dans le débat et je suis tellement énervé que cette histoire me fait penser que si la France continue, on va être dans l'obligation de s'en prendre à tout ce qui concerne les Français en Afrique. J'assume ce que je dis, Madame Capel. On en a marre de cette histoire-là. Ce coup de gueule a été bel et bien enregistré par tous les panafricanistes qui nous regardent ce soir. Vous êtes promoteur du Made in Africa, président de la commission communication du Made in Cameroun, délégué du comité panafricain agroalimentaire, voilà, et écrivain. Je pense que peut-être pour ne pas écorcher, si vous pouvez apporter des précisions. Non, disons que je suis le délégué de Pan-African Agro-Health Industry, c'est-à-dire nous faisons dans l'agro-santé et l'agroalimentaire. On produit beaucoup de choses dans ces matières et on distribue partout en Afrique. Sans oublier, vous êtes également écrivain. Je suis écrivain également. Alors, en multiplex, Madame Linda Labaoui, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à Afrique Média, au plateau et à tous ceux qui nous entendent et qui nous suivent de partout dans le monde. Bonsoir Afrique Média. Vous êtes analyste politique et spécialiste des questions sécuritaires. Monsieur Luc Michel, bonsoir. Bonsoir, je suis en fait géopoliticien et je dirige à Malabo l'Équatorial Guinea Web TV qui est en pointe dans la défense de la Guinée équatoriale. Alors quand je parlais d'analyste politique mais également spécialiste des questions sécuritaires, je faisais référence justement à Madame Linda Labaoui. La précision en vaut la peine, Monsieur Luc Michel. Merci d'être là ce soir, merci pour votre disponibilité. Alors Monsieur Edel Kokou, bonsoir. Bonsoir, madame. Tout d'abord, on dit toujours bonsoir à tous les panélistes qui nous suivent de par le monde. Et aussi, il faut que la France arrête. La France doit arrêter ce qu'il fait envers la Guinée équatoriale. Tout ce que eux ils prennent en Afrique depuis des années, est-ce que c'est du bien acquis ou c'est du bien mal acquis? Actuellement, je suis mal positionné, je suis au service, mais j'ai quand même pris un peu de temps pour venir répondre pour la cause de l'Afrique. Merci. Monsieur Edel, vous êtes membre du mouvement MPC OEA. Voilà, j'espère que j'écorche pas le nom. Vous aurez l'occasion également de nous donner plus de précisions justement concernant ce mouvement. Monsieur Morad El Attab, bonsoir. Oui, ravi de vous entendre. Bonsoir à vous. Je suis très heureux de participer à l'émission d'Africa Media TV. Tant le ton choisi est un ton qui correspond davantage à ce que les Français originaires d'Afrique en France aiment entendre. Malheureusement, les médias mainstream font trop souvent l'apologie d'un discours, à mon sens, beaucoup trop colonialiste. Et c'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai eu à terminer un ouvrage sur l'affaire des biens mal acquis, où j'explicite dans le détail pourquoi cette opération a été rondement menée contre 3 acteurs principaux de l'Afrique, que sont le président de Guinée équatoriale, et bien sûr le vice-président, le président du Congo-Brazzaville, ainsi que le président du Gabon. Ce n'est pas anodin, ce choix spécifique, d'autant que ce sont des opérations qui ont été rondement menées via des associations françaises financées par des structures américaines, en l'occurrence Open Society de George Soros. C'est pourquoi je me suis déjà proposé, via ce cher ambassadeur, qui est un homme ô combien exceptionnel, à venir faire une conférence chez vous, en Guinée équatoriale ou sur Afrique Media TV, pour traiter en détail de ce pourquoi c'est une opération bien plus qu'une vérité ou une réalité qui ne reflète rien du tout d'ailleurs, parce que en l'occurrence, comme m'avait dit encore récemment Pierre Conesa, si on voulait s'en prendre à Poutine ou à d'autres, Bush est dans l'antichambre. Donc je tiens à saluer par ailleurs le président de Guinée équatoriale ainsi que le vice-président. C'est des gens d'estime, des gens qui ont été malmenés,
ainsi que tout récemment la famille du président du Congo-Brazzaville. Je trouve ça ignoble d'avoir mené ces opérations sous faux drapeau, qui ne disent pas la réalité de ce qu'il en est. J'aurais préféré qu'on le soude nos relations avec des pays aussi importants à l'échelle de l'Afrique et bientôt à l'échelle du monde. Voilà. Donc je me tiens à votre disposition pour me rendre en Afrique s'il le faut. En tout cas, mon ouvrage est rédigé. Il me faut maintenant le faire éditer. J'y mettrai tout le cœur qu'il faut pour que la vérité advienne, parce que vous méritez largement bien plus que ces a priori malsains. Aujourd'hui, l'Afrique est belle. Vous en êtes vous-même, cher journaliste, la témoin. Et elle est belle d'autant plus qu'aujourd'hui, elle fait part de sa vérité. Et son indépendance intellectuelle comme matérielle, effectivement, gêne beaucoup de gens et des juges aussi racistes par ailleurs, car ce n'est plus un secret pour personne. En France aujourd'hui, lors de la dernière section de l'ENM, il y a un article de Mediapart concernant la haute magistrature française. Certains étudiants qui sont devenus depuis des magistrats n'ont pas hésité à dire la France aux Français, dehors les Arabes. Vous imaginez bien que vis-à-vis des Africains, ils en pensent pas mieux. On aura le temps. Vous faites honneur à nous tous. Vous faites honneur à nous tous. Merci bien, Monsieur Morat. Vous faites bien de relever justement les détails, quelques détails que vous avez mentionnés dans votre ouvrage. Et on précise que vous êtes français, géopolitologue, et vous dénoncez haut et fort ce procès concernant les biens mal acquis par le vice-président de la Guinée équatoriale. Vous dénoncez les actions de la justice française contre le vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. On reviendra là-dessus dans le cadre de ce programme. Alors, Maître Janvier Momo, je commence par vous. Affaire de biens mal acquis, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, durcit le temps et envisage d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris expulse les diplomates équato-guinéens de l'immeuble parisien qui abrite justement l'ambassade et qui a été confisqué par la justice française. Comment en arrive-t-on là? Je pense que après 14 ans de procès, 14 ans de course dans les couloirs judiciaires à tous les niveaux, que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan international avec la Cour internationale de justice, on ne doit pas hésiter, on ne doit plus promettre, on doit agir. On doit agir au niveau de la Guinée équatoriale, c'est d'autant plus que, madame, ce sont des procès à tête chercheuse, qui n'ont rien à voir avec le droit. Il me souvient, monsieur Simon, ici, sur ce plateau, en 2016, pendant que l'affaire était encore en cours au tribunal correctionnel de Paris, nous avons tenu un débat ici. L'un des Monsieur Morat, ce soir-là est ministre aujourd'hui, pas de Jean de Dieu. Je leur ai dit que le tribunal de Paris va condamner le vice-président de Guinée équatoriale. Ils m'ont dit non, le dossier est vide. J'ai dit non. Quand il s'agit des intérêts géopolitiques, oui, sur le plan de droit, le dossier est vide. Mais sur le plan géopolitique, le dossier n'est pas vide. C'est un dossier qui est costaud. Et, curieusement, le 27 octobre 2017, la condamnation est tombée. Alors, c'est le récit de 2017 à 2022. La Guinée équatoriale a dépensé financièrement, physiquement, pour que le droit soit dit dans cette affaire de biens mal acquis. Au jour d'aujourd'hui, elle a été spoliée de tout. J'ai dit, la Guinée équatoriale a été spoliée de tout. C'est-à-dire, la France lui a volé tout ce dont la Guinée équatoriale était en train de réclamer. Alors, les biens personnels du vice-président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang-Nguema, ont été saisis et vendus aux enchères. Alors, l'immeuble 42 avenue Fauche, qui abrite la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Pour chez nous, en droit international, je suis un spécialiste en droit international. Quand on parle de mission diplomatique, on voit tout de suite les protections avec les différentes conventions de Vienne qui placent une mission diplomatique au rang
d'une province déconcentrée du pays qu'il représente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, qui se trouve à Paris, c'est une partie de la Guinée équatoriale qui se trouve en France. Alors, les Français, ils ont vendu non seulement les biens du vice-président qui ont été saisis dans cet immeuble de 3000 mètres carrés, mais aussi et surtout les biens qui se trouvaient ailleurs. Donc, ils ont vendu aux enchères. L'immeuble dont il s'agit a lui aussi été vendu. L'immeuble a été vendu aux enchères. Alors, lorsque le vice-président dit que si on expulse pour le moment le personnel qui se trouve dans cette ambassade, il va user de la réciprocité. Attendez, la décision du 8 juin 2022, c'était la dernière des décisions. Cela veut dire que sur le plan de droit, il n'y a plus rien à faire. Alors, la Guinée équatoriale devait aujourd'hui avoir expulsé l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale. Mais oui, les Français ont donné tous les subterfuges nécessaires pour que la République de Guinée équatoriale expulse l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela qu'on appelle la réciprocité. Aujourd'hui, l'immeuble étant vendu, eux, naturellement, ils vont procéder à l'expulsion de ceux qui sont à l'immeuble. Cela ne va pas tarder à venir. Maître Bourdon, qui est le reflet de Georges Soros, qui, eux, financent les ONG qui ont porté plainte. Parce qu'au départ de l'affaire en 2008, c'est Sherpa qui portait plainte, Survie et Transparency International France en 2008. Donc, ce sont des organisations non gouvernementales qui portent plainte contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale. Alors, moi, je vais faire table rase de tout le balai judiciaire, de tout ce qui a été dit. La France n'a pas réagi lorsque l'affaire était au correctionnel. Parce que le 27 octobre 2017, la décision est interrompue. Le 8 février 2020, il y a eu l'arrêt de la Cour qui confirme le jugement d'instance, c'est-à-dire le jugement du tribunal correctionnel de Paris. On est allé à la cassation le 28 juillet 2001, la Guinée 2021. La Guinée équatoriale a perdu. Elle est revenue saisir la Cour d'appel pour que, au moins, la mission diplomatique de la Guinée équatoriale soit exclue de l'assiette des biens saisis. Eu égard à la Convention de Vienne de 1961 sur les conventions diplomatiques, à toutes les conventions de Vienne qui protègent les étrangers, qui protègent les missions diplomatiques, les missions consulaires et surtout les immunités diplomatiques. La France a fait table rase de tout cela. Vous pensez qu'il s'agit là du droit, Madame Capen? Non! C'est un des procès géopolitiques. Pourquoi? Parce que la France pense qu'elle n'a pas la même mise. Elle n'a pas le contrôle sur l'alternance au pouvoir en République de Guinée équatoriale. Voilà la pomme de discorde. C'est-à-dire, à un moment donné, ils veulent savoir contrôler ce qui se passe en Guinée équatoriale. Comme ils ne l'ont pas fait pour l'actuer pour les autorités de Guinée équatoriale, c'est-à-dire son Excellence le président Obiang Nguema, le vice-président Mangé Obiang et toutes les autres autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté des Équato-Guinéens de la diaspora. Vous avez entendu parler de Sévéré Moto. Vous avez entendu parler de Salomon Abessodon. Oui, c'est eux. C'est eux que Paris contrôle. Et c'est eux que Paris voudrait projeter, que Paris voudrait parachuter en République de Guinée équatoriale comme président. Alors, pendant ce procès, est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que le pouvoir a failli vaciller par coup d'État en République de Guinée équatoriale? En 2017, le 31 décembre, il y a un coup qui est monté à Paris. Le coup avait pour but d'assassiner le président Obiang, d'assassiner le vice-président, parce que, ayant coutume de passer la Saint-Sylvestre au village à Mongomo, le coup a été désamorcé au niveau de la frontière, non loin, à moins de 50 km de là où le chef de l'État passait ses congés. Qui sont ceux qui ont monté le coup? Mais le Quai d'Orsay, avec les Jean-Yves Le Drian, le Focardien qui vient de partir. Mais oui, c'est eux. Donc, au niveau de la Guinée équatoriale, Madame Capel, nous pensons que les Équato-Guinéens ont attendu une pluie qui devait tomber au désert. C'est-à-dire que la France pouvait se rebiffer. Non. Équato-Guinéens, ne vous trompez jamais.
La France, c'est la tête de la vipère. Et quand vous faites du zoo à la tête de la vipère, elle vous mord. Et quand elle vous mord à la tête, il n'y a pas moyen de faire le garrot. Vous faites le garrot au cou, vous-même, vous vous étranglez. C'est ce qui arrive en Guinée équatoriale, là où nous sommes. La Guinée équatoriale doit immédiatement rappeler son ambassadeur en France et dire à l'ambassade de France que, ok, le bal est terminé, le 22, c'était le 8 juin 2022, vous avez terminé le bal, cela veut dire que vous avez happé non seulement les biens d'un fils de la République de Guinée équatoriale, mais aussi et surtout une mission diplomatique qui appartient en toute propriété à la Guinée équatoriale. Madame Capin, d'entrée de jeu, je pense que nous pouvons aller de cette manière. Merci, Maître Janvier Momo, pour ce premier jet d'intervention. Doyen Simo, procès contre Théodoro Nguema Obiang et confiscation de l'immeuble qui abrite l'ambassade de la Guinée équatoriale. Comment l'expliquer? Madame Capin, c'est une provocation de trop. Moi, je ne sais pas qu'on ne devrait plus être en train de débattre des histoires de la Guinée et de la France. La Guinée devrait tout arrêter comme le Mali l'a fait avec la France. Il n'est plus question de tolérer ce genre de comportement. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui a pillé, violé, tué des Africains pendant des décennies, qu'on soit en train de faire des procès. Mon frère Momo m'a parlé de convention de Vienne. Moi, ça me fait rigoler. Ces Blancs ne savent même pas ce que les Africains sont des êtres humains. Ce sont des objets meubles. Dans leur charte de l'impérialisme. Le coup, c'est que tout ça est écrit. Il ne faut pas rêver. Il faut mettre un terme aux relations entre la France et l'Afrique. On n'a rien à foutre. La France n'apporte rien en Afrique. Au contraire, c'est l'Afrique qui alimente toute la France. On ne peut pas comprendre qu'au XXIe siècle, un petit pays comme la France se met à dicter n'importe quel pays africain, confisquer les biens des pays africains, et on regarde. Je dis qu'il faut mettre un terme à cette histoire. C'est pour ça que je dis encore une fois, et tout ça, l'ONU, regarde, on ne dit rien, la CPI ne dit rien, et les avocats africains, ils sont là, ils ne disent rien. Et pourtant, ils devraient se constituer pour défendre tous les pays africains. Tous les avocats africains devraient se mettre en place pour défendre les pays africains. Je ne comprends pas ce sommeil profond qui a attrapé les Africains. Je ne peux pas comprendre, on ne m'explique pas. Depuis des années, ça fait 14 ans qu'on est sur ce bateau, on parle des problèmes de la Guinée équatoriale, de tous les pays africains avec la France, mais on revient toujours là-dessus. La France, mordicus, signe et fait ce qu'ils veulent avec les pays africains, on regarde, on ne dit rien. Il est temps que les Africains se mobilisent pour mettre un terme, comme l'a fait le Mali. Le Mali nous a montré l'exemple. Il faut qu'on mette un terme à cette saloperie de la France qui fout la mettre partout en Afrique. Il est temps qu'on mette un terme. Qu'on annule les relations diplomatiques avec la France parce qu'ils ne nous apportent rien du tout. Je dis bien rien. Qu'on me montre un seul exemple de ce que la France a fait pour l'Afrique. Le franc CFA, ça nous apporte quoi? Les échanges qu'on fait avec la France, ça nous apporte quoi? Au contraire, ils nous inondent tous les pays africains avec des faux produits. Les produits manufacturés ou les dates de production sont dépassés, on balance en Afrique pour nous empoisonner. On regarde, on ne dit rien. On ne fait aucun effort pour être un terme à cette histoire. Et certains endocolons qui sont à la tête de nos États regardent et ne disent rien. Et soutiennent ce pays qu'on appelle la France. Non, on est fatigué. On ne peut pas continuer comme ça. Que vont devenir nos enfants demain? Que vont devenir nos enfants demain? Moi, j'étais en Algérie et je profite pour saluer Madame Labaoui, l'Algérienne, parce que moi, j'ai fait Alger, j'ai fait Tamaracé, j'ai fait Boumerdès. Je connais tout ce pays. Malheureusement, en cette période, il y avait des problèmes, on ne peut pas en parler, mais je dis encore, il faut que les Africains se mobilisent tous et qu'ils se mettent ensemble pour mettre un terme avec les relations avec la France. On ne gagne rien avec ce pays. Il faut que ce pays enlève son genou sur le cou des pays africains. On en a marre, on est fatigué. Et c'est ici, je dis que si la France s'amuse, on va commencer à s'en prendre aux intérêts des pays de la France dans les pays africains. Et j'assume ce que je dis. On ne peut pas continuer à supporter une telle bêtise. On en a marre. Nos enfants vont devenir quoi demain? Regardez avec Bolloré, qui, avec son histoire de Canal+, il pourrit l'environnement en Afrique. Il fout n'importe quel image dans les pays africains, et on paye. On doit faire des faveurs. C'est quelle histoire? Il faut mettre un terme à cette histoire, madame Capel. Il faut que les Africains comprennent qu'on est fatigués, on en a marre. Et qu'on ne veut plus de cette histoire en Afrique. Voilà. Merci pour ce premier jet d'intervention, doyen Simon. Alors, monsieur Luc Michel, confiscation de notés particuliers estimé à 107 millions d'euros abritant l'ambassade et des logements. Motif, condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale. Rappelons que sa peine d'amende est de 30 millions d'euros. Comment comprendre, monsieur Luc Michel?
D'abord, on a parlé des réseaux de Georges Soros. Les affaires des biens mal acquis, ça n'a rien à voir avec la confiscation de biens volés ou à des farfeluteries semblables. Ce sont des raids géopolitiques qui sont menés contre des États. Il n'y a pas seulement la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville ou le Gabon. Il y a également le Liban qui est concerné. Il y a également la Syrie. Et ils sont attaqués par les mêmes réseaux internationaux, les réseaux de Georges Soros. Deuxièmement, dans cette affaire, il y a des complices, ceux qu'on appelle les oppositions africaines en exil. Ce sont des groupuscules en fait de malfrats qui sont installés à Paris, à Madrid, à Berlin, à Londres et qui sont contrôlés par les services secrets occidentaux. Dans le cas de la Guinée équatoriale, au départ, il y a une tentative de coup d'État en 2004 menée par des pétroliers britanniques et Georges Soros. Ce coup d'État échoue. C'est l'affaire du mercenaire Simon Mann qui est arrêté au Zimbabwe. Et Soros transforme en 2006 aux États-Unis, puis en France, le coup d'État en un dossier judiciaire. Il s'en est suivi 12 années de procédures diverses et à la fin, en 2018, on a définitivement condamné le vice-président de Guinée équatoriale et on a confisqué ses biens. Mais le problème, c'est que l'immeuble de l'avenue Foch, il n'appartient pas au vice-président, il appartient à l'État équato-guinéen et il a été acheté devant les notaires français en payant les taxes françaises par des fonds de l'État équato-guinéen. Ensuite, l'État équato-guinéen est allé dans une procédure qu'on appelle en restitution, qui est faite devant la cour d'appel pour se faire rendre l'immeuble. Elle a été déclarée le 9 juin irrecevable. Quelle est la situation? Les Français se sont placés eux-mêmes dans l'impasse, c'est-à-dire que tout d'abord, ils n'ont pas écouté ni le président Gbagbo Mbasogo qui a rencontré Macron personnellement, ni l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Miguel Yodo, qui a prévenu le Quai d'Orsay. Ils n'ont pas compris, ils ont cru que les Équato-Guinéens allaient se coucher devant Paris, alors que ceux-ci ont dit qu'ils ne transféreraient pas les locaux. Deuxièmement, dans cette affaire, il faut être précis. L'immeuble est confisqué, mais il n'est pas encore vendu. Pour être vendu, il faut qu'il soit fidé et les diplomates expulsés. Et c'est là le problème des Français. C'est-à-dire qu'il y a des conventions de Vienne qui régissent l'immunité des locaux diplomatiques. La France ne peut pas requérir la police pour expulser les diplomates. Il faut qu'ils partent d'eux-mêmes, ce qu'ils ne sont pas décidés à faire. Le Quai d'Orsay a conseillé à la Guinée équatoriale de relocaliser dans un autre immeuble son ambassade. Ils ont déclaré non. Et avant-hier, le vice-président, qui est le principal concerné, mais qui est aussi le chargé de la Guinée équatoriale en matière de défense, qui se trouve d'ailleurs actuellement à Belgrade, où il mène une importante mission diplomatique, eh bien, il a, sur son tweet, annoncé que dès qu'on irait d'expulser les diplomates illégalement au mépris de la Convention de Vienne des locaux de l'ambassade à Paris, l'ambassadeur serait mis dans un avion de France à Malabo. Il y aurait 24 heures pour quitter les lieux. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire, bien entendu, mais le préalable pour vendre l'immeuble, c'est de le vider, que l'ambassade n'y soit plus installée. Une dernière chose qu'il faut savoir, jusqu'en 2021, les biens confisqués étaient gérés par le fisc français, une agence qu'on appelle l'Agrasc. C'était du vol pur et simple. En 2021, l'Assemblée nationale et le Sénat français ont voté une loi de spoliation sous prétexte de rendre les biens au peuple équato-guinéen. Cette loi, elle vise surtout la Guinée équatoriale, mais également l'ongle de Bachar el-Assad en Syrie. Que dit la loi?
c'est que dorénavant, les biens saisis sont attribués non plus au fisc français, mais au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay choisit des ONG équato-guinéennes dans le cas-ci pour rendre l'argent. C'est-à-dire que le fisc français va choisir une des correttes, les voyous réfugiés en France, cette corrette de Salemon Abezo, donc, qui est constituée en société commerciale avec pour objet, justement, le vol de l'ambassade. Elle va attribuer l'argent aux ONG de Georges Soros, notamment Transparency France et Sherpa. Elle va attribuer à différents malfrats représentés par des avocats qui sont des prédateurs. Et cet argent va servir en 2023 à déstabiliser la Guinée équatoriale, ce qui est le but lors des présidentielles. On est loin dans tout ça. Tout ça n'a rien à voir avec la lutte contre la corruption, avec les biens volés au peuple équatorien ou au peuple libanais, puisqu'un raid similaire est en train d'être mené contre le directeur Riyad Salamé de la Banque du Liban. Il ne faut pas croire que ces gens sont des chevaliers blancs, ce sont des voyous. J'ajouterai une dernière chose, parce qu'il faut être précis dans l'affaire, c'est qu'il y a eu en 2006 un dossier similaire de biens mal acquis aux États-Unis, monté par Georges Soros. Mais là-bas, le fisc américain est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi le gouvernement américain et Georges Soros. Il a confisqué des biens, mais il a transigé avec la Guinée équatoriale. Et en 2020, ils ont pris un accord, la Guinée équatoriale, ensemble avec le fisc américain, ils ont décidé de choisir des ONG équato-guinéennes qui agissent dans l'action sociale et qui vont véritablement utiliser l'argent pour le peuple équato-guinéen. Les Français ont refusé, et lorsque la loi de spoliation a été votée en juin 2021, le State Department, le ministère des Affaires étrangères américain, a condamné la France pour avoir voté cette loi. Voilà ce qu'il faut savoir. La France, ce sont des pirates, et ce sont des pirates qui ne sont même pas soutenus par leurs complices occidentaux. Merci, Monsieur Luc Michel, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, 107 millions d'euros retenus pour 30 millions d'euros d'amende. Le tabloïd international Courrier Confidentiel souligne également d'autres biens saisis, que d'autres biens ont été saisis. Quelle appréciation faites-vous de la situation, Madame Linda Labaoui? On peut dire volé, pas saisi. Je rejoins notre aîné tout à l'heure quand il disait il faut arrêter avec tout ça. Vous savez, actuellement, il y a eu le problème entre l'Espagne et l'Algérie pour un traité d'amitié, pas des accords, juste un traité d'amitié. C'est toute l'Europe qui s'est levée au chevet de l'Espagne. Il faut faire autant en Afrique, c'est ça qu'il faut. Parce que cette histoire mal acquise concerne quelques pays pour le moment, mais elle concerne en réalité toute l'Afrique. C'est une loi qui est votée contre toute l'Afrique et contre tous les pays qu'on peut piller, qu'on peut voler. C'est une autre manière de mettre le grappin sur des richesses de pays qui veulent plus qui ne veulent plus marcher dans leur combine et se laisser faire. Donc il y a aussi autre chose, hein. Si on prend l'histoire du Sahara occidental, par exemple, le Sahara occidental, le Front du Polisario qui représente le peuple sahraoui, eh ben, il est allé au tribunal à gagner, comme rien n'a été fait, eh ben, il est allé au tribunal européen qui, lui, agit complètement, il est complètement différent des tribunaux que nous connaissons, que celui de la France ou celui de l'Espagne. Donc, il a gagné un procès, comme rien n'a été fait depuis 2016, les Sahraouis ont gagné, rien n'a été fait en leur faveur. Donc l'année dernière,
tout ce qui est accord avec le Maroc, eh ben le tribunal européen a décidé que ça y est, il n'y a plus d'accord avec le Maroc, il n'y a plus d'accords commerciaux tant que le peuple sahraoui n'a pas été dédommagé. Je cite cette histoire pour dire qu'il y a d'autres possibilités pour se faire entendre. Il y a d'autres façons d'avoir raison quand on a raison. Donc la Guinée équatoriale, il faut pas qu'elle se laisse faire, il faut pas qu'elle arrête de se battre, mais aussi à tous les Africains. Et j'attire l'attention, je dis bien, parce que l'Algérie aussi est concernée par les biens mal acquis. Et c'est pour ça que quand nous étions en plein Irak, il y a des voyous qui travaillent pour la DGSE ou pour d'autres organismes qui ont essayé de nous pousser, nous les hirakistes, à aller contre l'Algérie, de demander un dédommagement et puis d'attaquer par rapport à des biens qui sont mal acquis. On a refusé. Nous avons refusé. On ne veut pas mêler un autre État à notre histoire. Ça, c'est un exemple. Mais on peut se mettre tous ensemble, monter des associations africaines et faire attention qui on met dedans, nous battre tous ensemble. Il faut qu'il y ait une solidarité. Si on reste chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que le morceau est trop gros. Et quand il s'agit du néocolonialisme et tous ces pays occidentaux, ils sont tous contre ce qu'ils ont fait à Kadhafi, ce qu'ils ont fait à Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il a eu l'annonce que les Russes interviennent, donc il est toujours là. Mais ils vont tous se mettre contre un pays pour le démolir et ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc tant que nous ne sommes pas solidaires, tant qu'il n'y a pas des réactions de la part de tous les Africains pour dire là stop, il faut arrêter comme ce qu'ils viennent de faire eux par rapport à l'Espagne et son problème avec l'Algérie, tant qu'on fait pas ça, on n'avancera pas d'un pas. Ce qui les intéresse, c'est le pillage. Parce que l'avenue Foch en 1961, pour ceux qui savent pas, je suis restée quand même pas mal d'années à Paris, l'avenue Foch, c'était une avenue qui n'était pas très chère à l'époque, pour la simple raison qu'il y avait de la prostitution. Donc les pays africains, avec le peu qu'ils avaient, ils ont investi. Mais aujourd'hui, l'avenue Foch, c'est à 2 pas des Champs-Élysées, et c'est à 2 pas du rond-point de Charles de Gaulle, donc l'Arc de Triomphe. Là. Il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus tout ça, et ça a pris une ampleur pas possible. C'est les pétrodollars qui ont investi, donc ça vaut beaucoup d'argent. Mais à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Et aujourd'hui que ça vaut beaucoup d'argent, bien sûr que ça intéresse quelques voyous. Alors, on va donner la possibilité justement à Monsieur Mourad, voilà, de prendre la parole. Le contentieux autour de l'immeuble abritant l'ambassade de la Guinée équatoriale et remet au devant de la scène justement la question de la dignité de ces diplomates qui davantage jouissent d'une certaine immunité. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Mourad? Tout a été relativement dit précédemment, avec beaucoup de pertinence, aussi bien Luc Michel par rapport à l'immunité diplomatique. J'ai la chance d'avoir rencontré à plusieurs reprises l'ambassadeur de Guinée équatoriale, qui est devenu un ami d'ailleurs, et je trouve que c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup d'intelligence et surtout de beaucoup de diplomatie, parce qu'il a effectivement saisi à plusieurs reprises le Quai d'Orsay pour faire état manifestement de violation du droit et de la souveraineté d'un peuple. En l'occurrence, ça a été rappelé brillamment par Maître Janvier qui était à côté de vous tout à l'heure. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui sont 2 points importants. Premièrement, vous avez là en face de vous un homme qui dénonce tout ça publiquement en France, très durement, contre les autorités. Je n'ai jamais été attaqué pour diffamation, vous remarquerez. Ça veut dire que quelque part, lorsqu'on porte dans le débat public la réalité des faits, pourtant il y a eu soi-disant condamnation, alors pourquoi on ne cherche pas à me condamner pour diffamation, puisque je défends ouvertement le vice-président et le président. Il y a l'autre point qui est important,
un de vos intervenants, effectivement, a parlé d'une fracture avec la France. Or, il ne faut pas confondre la France et les Français. Je suis français et nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas supporter les aventures illégales du pouvoir en France, puisque d'ailleurs je rappelle que ce pouvoir, effectivement, et M. Janvier a raison, j'ai beaucoup aimé son intervention, ce pouvoir a laissé faire. C'est très important de le rappeler. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière les actions judiciaires, il y a un arrière-plan politique. Et effectivement, Emmanuel Macron, l'ancien ministre des Affaires étrangères, je pense comme l'actuel, il ira dans le même sens, ont volontairement ciblé des personnalités, et en l'occurrence le vice-président. C'est bien plus grave que cela. Effectivement, il a été rappelé tout à l'heure qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. Je dis pas une, mais plusieurs tentatives d'assassinat. Et il a fallu les réflexes et les amitiés consolidées à très haut niveau par le président de Guinée équatoriale pour que cela n'advienne pas. Alors, effectivement, tout le monde le sait, il y a 2-3 opposants ici en France qui sont des marionnettes du pouvoir. Moi, je les ai publiquement interpellés. Ils ont un niveau intellectuel d'abord extrêmement faible. Il faut savoir, deuxième chose, c'est qu'ils n'aiment pas leur pays. C'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, la chance de la Guinée équatoriale, c'est d'avoir un président et un vice-président qui aiment la Guinée équatoriale. Les opposants qui sont en France n'aiment pas la Guinée équatoriale. Pour eux, c'est juste, ils le savent, qu'ils seront des marionnettes et qui permettront à certaines personnes, c'est-à-dire des intérêts privés, et Luc Michel l'a très bien rappelé tout à l'heure, via cette méga structure qu'est l'Open Society, de mettre la main sur un État tout entier. Et je plains, et nous ferons tout pour que cela soit évité, ce qu'aura à en découdre le peuple guinéen, le peuple congolais, le peuple gabonais. Si j'ai pas parlé du Liban et de la Syrie, c'est parce que votre émission portait sur la thématique de l'Afrique. Autre point aussi sur lequel je voudrais revenir. J'ai écrit un ouvrage sur toutes ces questions, un ouvrage de fond, dont j'ai remis en partie une copie, pas l'intégralité, à l'ambassadeur, ainsi qu'au président du Congo-Brazzaville et au président du Gabon. Je vous le dis, je viens de créer une association qui va devenir un parti politique. Stop, je suis en plateau, arrête d'appeler, s'il te plaît. Pardon? Ça a coupé. C'est pas à moi qui s'adresse, hein. Allô? Allô? Vous m'entendez? Nous recevons, monsieur Mourad. Nous vous recevons, allez-y. Ouais, parce qu'apparemment notre ami doit avoir un problème avec quelqu'un. Donc, il faut impérativement, et ça c'est légitime, moi je demande publiquement à être reçu par la présidence et la vice-présidence, parce qu'en tant que Français, en tant que leader d'un mouvement en France, nous serons bientôt plus de 200 000 personnes, des acteurs de la vie associative, de la vie politique, de la vie géopolitique, et nous refusons ce qui est actuellement fait à la Guinée et à d'autres pays. Luc Michel a brillamment expliqué tout à l'heure qu'il y avait un plan, voilà, même si on peut pas aimer l'expression, mais en tout cas il a raison sur ce point, c'est qu'il y a un réel plan, et la dame qui s'exprimait juste avant moi, effectivement, a rappelé ce besoin de solidarité entre nous. Moi, je le dis publiquement, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Emmanuel Macron, avant de faire la leçon au vice-président de la Guinée équatoriale, je tiens à rappeler quand même qu'il a fait de l'évasion fiscale. Il est président de la République en France, et sur l'argent qu'il a perçu lorsqu'il faisait des affaires chez Rothschild, on le sait aujourd'hui, ça a été rapporté aussi par des journalistes, en l'occurrence Monsieur Rivoire, qu'il a caché de l'argent et qu'il n'a pas déclaré au fisc français sur les îles de Guernsey et de Guernesey, ce qui est extrêmement grave. Donc qu'il arrête de s'en prendre via des juges à des dirigeants africains, quelque part aussi à leurs diplomates, parce que je trouve ça quand même honteux, et ça ne reflète pas les Français, de s'en prendre de manière aussi virulente, aussi méprisante. Et effectivement, votre deuxième intervenant a été très dur, je le comprends. Effectivement, les propos qu'il assène, on peut pas les remettre en cause, puisque traiter avec un tel mépris un chef d'État, un vice-président, des diplomates,
Il s'égare bien de le faire vis-à-vis des États-Unis lorsqu'ils ont attaqué effectivement l'Irak, la Libye. J'en sais quelque chose puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Saïf el-Islam Kadhafi, un rêve d'avenir sur la Libye, qui est toute la géopolitique du pétrole. Et effectivement, aujourd'hui, ça concerne aussi en arrière-plan la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo. Et votre intervenante l'a rappelé, on voit très bien qu'il y a des volontés de déstabilisation aussi dans les pays du Maghreb, que ça soit l'Algérie, que ça soit la Tunisie, via les djihadistes financés, entraînés et encadrés par la France au sud Sahel. Et votre deuxième intervenant, qui m'excuse par avance, j'ai pas retenu son nom, mais a fait état de ce qui s'est passé au Mali. Je pense, oui, je suis français, je le dis. J'invite, c'est un chef d'État qui a de l'expérience, donc je pense que la question se pose. Est-ce que la Guinée équatoriale ne doit pas, avec, je pense, en tripartite avec le Congo-Brazzaville et le Gabon, je pense pas seul, tous les trois, marquer le coup et pour une période très courte, refuser tout contact diplomatique avec la France. En tout cas, nous, Français, en France, nous le relayerons. Et puis, nous montrons qu'il faut donner un autre visage de notre pays dans nos relations avec des États souverains. Mais, s'il vous plaît, sachez qu'en France, il y a des Français qui se battent. C'est pas évident pour nous, c'est pas facile, parce que, je vous dis, les rigolos choisis comme soi-disant opposants nous font de l'ombre. Alors moi, publiquement, je suis prêt à rencontrer le vice-président, le président, publiquement, faire une conférence de presse ensemble. Je m'exprimerai sur la vision de la majorité des Français. Nous ne suivons pas Emmanuel Macron, et je tiens à vous rappeler, madame, que vous avez invité l'homme qui, sur son nom propre, a porté plainte contre Emmanuel Macron pour fraude aux dernières élections présidentielles. Voilà. Et il faut savoir que le Conseil constitutionnel, à ce jour, n'a toujours pas répondu, et je poursuivrai Emmanuel Macron jusqu'à la CEDH pour faire annuler les dernières élections présidentielles. Donc, vous voyez, il y a autre chose qui se passe en France. Je suis un leader naturel à vouloir demain m'exprimer avec de futurs partenaires. Et je pense que les Français suivront notre ligne. Et je le dis publiquement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, n'hésitez pas à me recevoir avec une délégation ou seul, et vous verrez que la France aussi a un autre visage. Et nous sommes écœurés de ce qui vous est fait, écœurés, vraiment. Et vos intervenants, je ne peux pas contenir leur colère, elle est légitime et ils ont raison. Voilà. Merci, Monsieur Mourad El Atta pour cette intervention. Alors, Monsieur Edel, pour les juges, pour qu'un bâtiment puisse être inviolable, il faut qu'il s'y déroule une activité diplomatique réelle. Et pour les avocats de la France, cet immeuble parisien n'est rien d'autre, je cite, le pied à terre somptueux de Théodoro Nguema Obiang. Quelle lecture faites-vous de cette assertion, Monsieur Edel? Alors, le temps justement de permettre à Monsieur Edel de reprendre la communication avec nous, Maître Janvier Momo, pour les juges ou alors pour la justice, pour qu'un bâtiment puisse être inviolable, il faut qu'il s'y déroule une activité diplomatique réelle. Pour les avocats de la France, cet immeuble est tout simplement le pied à terre somptueux de Théodoro Nguema Obiang. Quelle lecture faites-vous de cette assertion? Madame, écoutez, j'ai dit à l'entame, si nous voulons entrer dans l'énigme du procès, vous allez entendre des incongruités qui n'ont jamais existé en droit. Parce que la question de l'inviolabilité. Mais oui, mais quand il parle de l'activité diplomatique qui s'exerce à l'intérieur, première indication d'une mission diplomatique, ce sont les armoiries au rang desquelles le drapeau. Lorsque la réalisation de votre télé tout à l'heure a présenté l'immeuble Foch, vous avez vu effectivement qu'il y a l'armoirie principale de la Guinée équatoriale, qu'est le drapeau de la Guinée équatoriale. Alors, quand ils disent que une mission diplomatique,
doit refléter, l'activité à l'intérieur doit refléter celle de la diplomatie. Mais madame, il y a un acte notarié français qui atteste que l'immeuble appartient à la République de Guinée équatoriale. Rien que l'acte notarié qui symbolise l'achat de l'immeuble suffit sur le plan de droit. Même si l'immeuble n'est pas habité et que l'immeuble appartient à l'État de Guinée équatoriale, alors il tombe sous le coup de la protection des immunités diplomatiques de la Convention de Vienne de 1961. Madame, il y a un problème. C'est que si nous ne laissons pas de côté le volet juridique, on va se perdre dans cette affaire des biens mal acquis. Parce que sur le plan de droit, la Guinée équatoriale a tout donné. Que ce soit en instance, que ce soit en appel, que ce soit en cassation, que ce soit encore dans le dernier procès dont le dénouement c'était le 8 juin 2022 en restitution de l'immeuble, sans compter la Cour internationale de justice, nous pensons à un moment donné que la France avait monté son stratagème qui consistait à récupérer ce bien précieux, récupérer tous ces biens et sur le plan international, atteindre la moralité du vice-président Teodoro Mangue Obiang, c'est-à-dire qu'il faut, sur le plan international, détruire toute son aura, détruire toute sa personnalité, en le présentant qu'il s'agit d'un équato-guinéen qui ne mérite en réalité le respect de personne. Voilà le but de la cavale, non seulement judiciaire, mais aussi diplomatique, qui a été engagée depuis 14 ans contre cet homme. Mais, nous continuons à dire, madame, le droit international, c'est l'instrument des forts pour la domination des pauvres. Nous l'avons vu, comment il viole les multiples traités de Vienne, non seulement sur le droit des traités, mais aussi et surtout sur la protection des missions diplomatiques et du personnel diplomatique. Alors, lorsque nous regardons aujourd'hui la façon par laquelle l'Occident se méprend des conventions légalement signées, des conventions ratifiées par nous les Africains et eux, nous pensons à un moment donné que pour les Africains, il faut engager la lutte. C'est la raison pour laquelle je reviens au-delà de ce qu'ont pensé les magistrats et les avocats de la défense, de l'accusation. Nous pensons que la Guinée équatoriale doit engager des actions fortes sur le plan diplomatique. Nous l'avons dit, lorsqu'un aéronef sans autorisation préalable a atterri à Bataille il y a quelques mois. Nous l'avons dit, il faut que sur le plan international, la Guinée équatoriale acquiert cette respectabilité. Happer un bien d'un équato-guinéen avec en plus une mission diplomatique, cela veut dire tout simplement que le pays est en train d'être chosifié. Déjà, quand vous regardez le dispatching des amendes judiciaires, d'ailleurs, le Trésor public français, Madame Capin, s'enrichit de 30 millions d'euros. Et s'agissant des dommages-intérêts, il faut le dire, les ONG qui ont porté plainte ont reçu des dommages-intérêts, c'est-à-dire à l'issue du procès et de la vente des biens du vice-président de la République de Guinée équatoriale, on leur verse un certain quantum d'argent. Le reste, qu'ils disent, par une loi du 4 août 2021, c'est pas en juin, c'est une loi du 4 août 2021, ils organisent le dispatching. Et non seulement les ONG équato-guinéennes vont bénéficier, mais aussi et surtout l'Agence française de développement, l'AFD. Qui est l'AFD? Mais c'est le Quai d'Orsay. Vous comprenez que l'entourloupe est pleine. Et je suis d'accord que toute cette armada, c'est pour préparer la relève, c'est pour préparer l'alternance au sommet de la Guinée équatoriale, étant sûr qu'on a détruit, tant sur le plan moral que sur le plan financier, le vice-président, et que surtout à l'international, il ne jouit pas de ce que nous pouvons appeler une bonne moralité, parce qu'on le présente comme un gaspilleur, on le présente comme un voleur, on le présente comme un agent du blanchiment d'argent volé dans les caisses de l'État de la Guinée équatoriale. Alors, chers invités, je vous invite à présent à écouter le vice-président Teodoro Nguema Obiang. En retour quelques années en arrière, précisément en 2017, lors du forum de la jeunesse panafricaine à N'Djamena. On se retrouve juste après.
Le procès en cours en France contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale est une mascarade. Qui ne répond à aucune procédure légale, juste et transparente. C'est un montage. Un montage contre le gouvernement légalement constitué en Guinée équatoriale et aussi contre l'Afrique. Que l'on sache, l'achat des biens en Europe n'est pas interdit par une quelconque disposition nationale ou internationale. Un pays tiers ne peut non plus déclarer illégaux des biens provenant d'un autre pays. Dans ce cas, une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Et si c'était le cas, je crois que les biens en litige devraient revenir au pays d'où en principe l'argent a été gagné, légalement ou illégalement. C'est la preuve de l'ambition et l'avidité des puissants européens dont l'ambition d'accéder aux biens matériels ne peut même plus être freinée par la morale. Je reste malgré tout très ravi du fait que ce cas restera comme une preuve des injustices qui perdurent entre les forts et les faibles, dont nous, jeunes Africains, devons mettre fin pour la dignité des futures générations. Alors nous venons là d'écouter le vice-président de la Guinée équatoriale Teodoro Nguema Obiang lors du forum de la jeunesse panafricaine à N'Djamena, retour en 2017 précisément. Alors monsieur Luc Michel, la question de l'inviolabilité de cet hôtel particulier est remis sur la table pour la défense française. Il s'agit tout simplement d'un hôtel d'un pied à terre somptueux du vice-président de la Guinée équatoriale. Et pourtant, cet immeuble, j'y arrive finalement, est tout simplement un lieu ou alors est le lieu où abrite l'ambassade de la Guinée équatoriale. Quelle est votre grille de lecture? Monsieur Luc Michel, activez votre micro. Nous ne vous recevons pas ici sur le plateau. Alors, le temps que monsieur Luc Michel nous retrouve, monsieur Edel, voilà, alors on va permettre à monsieur Edel, qui finalement est avec nous, la question de l'inviolabilité même de cet immeuble abritant l'ambassade de la Guinée équatoriale. Pour les juges ou alors pour la défense française, il s'agit tout simplement de tout sauf d'un lieu qui abrite l'ambassade. Il s'agit d'un pied à terre somptueux du vice-président de la Guinée équatoriale. Quelle est votre grille de lecture? Oui, madame. Bonsoir. J'ai le temps de me présenter maintenant. Je suis monsieur Aguiya Edem, le président du mouvement panafricain contre l'injustice occidentale envers l'Afrique. Je me défends comme je peux. Au nom de notre mouvement, nous trouvons ici que la France abuse vraiment. La France veut quoi de l'Afrique? La France veut quoi de l'Afrique? Tout cela, nous combattons et nous dénonçons cela depuis 3-4 ans que notre mouvement est né, en 2018. Nous étions même en Guinée équatoriale pour poser des actes.
Nous avons encore un programme pour le mois d'août de retourner mener des actions, surtout à Paris, à Avenue Foch. La France n'a pas le droit d'expulser les diplomates qui travaillent à l'avenue Foch, parce que l'immeuble de l'avenue Foch appartient à la République de la Guinée équatoriale. Alors, pourquoi tous ces mascarades? Alors, tout simplement, c'est juste pour avoir la même mise sur tout ce qui appartient à la Guinée équatoriale, ou bien sur tout ce qu'ils ont sur leur sous-sol. C'est tout. La Guinée équatoriale, le président Obiang-Nguema et son vice-président a donné l'exemple sur l'Afrique. La Guinée équatoriale et les Guinéens ne se plaignent pas. Ils ont tout ce qu'il faut. La Guinée, le président ne les épargne pas. Il a même mis 50% comment dit-on, de ce que leur sous-sol les rapporte dans le social. Pourquoi la France doit faire ça? Nous dénonçons vivement cela. Et nous allons aller poser des actes à l'avenue Foch, devant l'ambassade de la Guinée équatoriale. Ce sont des biens des Guinéens. C'est pas la France qui va le vendre comme il veut, ou bien, en tout cas, tout ça là, ça nous énerve. J'ai pas de mots. Ça nous énerve. Nous allons nous mobiliser encore une fois de plus et agir immédiatement ici au Luxembourg. Merci, madame. Alors, merci, Monsieur Edel, pour ce premier jet d'intervention. Monsieur Luc Michel, si tout est OK, on revient avec vous sur justement cette préoccupation concernant la nature même des allégations, on va le dire ainsi, de la défense française, attestant de ce que cet immeuble n'est pas le reflet ou alors n'abrite pas l'ambassade de la Guinée équatoriale, mais tout simplement le pied à terre somptueux du vice-président Théodoro Mangué-Obiang. Quelle est votre grille de lecture, Ce sont des farfeluteries qui viennent des ONG de Georges Soros. Vous savez, moi, je m'occupe de la Guinée équatoriale depuis 2014. J'ai notamment suivi avec l'ambassadeur tous les procès qui ont été tentés à Paris. J'ai affronté notamment devant les caméras les voyous de la Corrette et Maître William Bourdon. Je peux vous dire que me rendant régulièrement dans les locaux de l'ambassade à l'avenue Foch, c'est bien des locaux consulaires. Il y a des bureaux, il y a du personnel diplomatique, il y a du personnel consulaire. Il y a les bureaux de l'ambassadeur de Guinée équatoriale, dans lequel j'ai fait plusieurs interviews. J'ajoute une chose, c'est là-bas qu'on me distribue mes visas pour me rendre en Guinée équatoriale, moi et mes collaborateurs. Dès lors, prétendre qu'il n'y a pas de locaux diplomatiques, c'est un mensonge éhonté. À l'entrée des locaux, il y a d'ailleurs une conciergerie et un accueil diplomatique avec un service de sécurité, puisque la police française refuse d'assurer la sécurité des lieux. Voilà la vérité qu'il faut retenir. N'importe qui peut le constater, bien entendu, qu'il y a une activité diplomatique. C'est le lieu où travaille quotidiennement l'ambassadeur Miguel Aurelion. Il dispose de grands bureaux. Son secrétariat est là-bas. Les consuls sont là-bas. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On accorde à des gens de Transparency International ou de Sherpa une faculté de mentir et de raconter n'importe quoi, de publier des clips vidéo, de publier des photos. Tout cela est repris comme argent comptant par l'AFP, par le Figaro, par Jeune Afrique. C'est l'empire du mensonge, Vladimir Poutine dénonçait en septembre 2014. Il faut arrêter de se laisser prendre par cela. Évidemment, je le répète, dans le cas de la Guinée équatoriale, on n'est pas dans les autres affaires de biens mal acquis. Dans le cas du Gabon, ce sont des biens privés qui appartiennent à la famille d'Ali Bongo et non pas au président d'ailleurs. Celui-ci
il y a quelques semaines d'ailleurs, s'est plaint que l'affaire ne le concernait absolument pas, que lui n'avait pas de biens en France. Ce n'est pas des biens privés qui appartiennent à la famille de Sassou Nguesso. Ce n'est pas des biens privés qui appartiennent à l'oncle de Bachar el-Assad. Ce n'est pas des biens privés qui appartiennent au gouverneur de la Banque du Liban. Dans le cas de Paris, c'est un immeuble qui est un bien d'État de la Guinée équatoriale, acheté avec l'argent de l'État équato-guinéen devant des notaires français et en payant les droits de transmission et d'acquisition. Dès lors, il faut arrêter de faire évidemment tomber dans le piège des gangs de Georges Soros, c'est-à-dire que eux, ils ont fait une espèce de package en reliant toutes les affaires de biens mal acquis. Le bien mal acquis de la Guinée équatoriale n'a rien à voir avec les autres parce qu'il s'agit de biens d'État. 6 mots pour le vice-président Théodoro Mangué-Obiang. Le processus judiciaire de Paris est devenu un disque rayé. Selon vous, la justice française fait-elle preuve d'impartialité? Est-ce qu'il y a une justice pour les Africains, Madame Capel? Il n'y a pas de justice pour les Africains. Tout ce qui se passe en France, on brutalise les Africains chaque jour. Vous avez déjà entendu qu'on a condamné un Français pour ça? Ils viennent en Afrique, ils tuent les Africains. Vous avez entendu une condamnation? Que ce soit du côté de la CPI, que ce soit du côté de l'ONU, quelle est l'instance qui a déjà pris une décision contre les actions contre les Africains? Et je voudrais vous dire une chose, Madame Capel. Vous savez, quand vous dansez dans l'eau, votre ennemi trouve que vous soulevez la poussière. C'est tout à fait normal que la France se comporte comme ça. Ils font tout et tout pour coller au vice-président équateur-guinéen quelque chose qui doit lui rester pendant des années, juste quand le moment de changer les décisions en Guinée vont changer. C'est ce qu'ils visent. Ils font des prévisions sur l'avenir. Ils savent que si ce monsieur prend les rênes du pouvoir en Guinée, ça va être très très dur pour eux. C'est ça qu'ils le font. Ils font tout et tout pour le combattre. Malheureusement pour eux, moi je voudrais dire que la méchanceté, c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient forts. La France croit qu'ils sont trop forts. Ils sont rien du tout. Et ils vont le voir bientôt avec l'Afrique parce que les jeunes Africains sont en train de se préparer à mettre hors d'état les pays, la France. Et je voulais vous rappeler que bientôt, la France va se rendre compte qu'en Afrique, on va commencer à détruire tous leurs intérêts dans les pays africains. On en a marre. On est fatigué de cette histoire. On peut pas continuer comme ça. Les gens vous maltraitent. Ils viennent chez vous, ils vous exploitent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais chez eux, ils vous foutent dans tous les mètres possibles. Je dis, on en a marre, on ne peut plus continuer comme ça. Et je peux vous dire que tous les pays africains qui se lèvent contre la France, ils ont le soutien de tous les jeunes Africains. On ne peut plus continuer à accepter de telles actions. Ce n'est plus possible. Et ça, je dis à tous les Africains. Parce que vous savez, il y a certains Africains qui ne comprennent pas que les Africains qui ne comprennent pas rien, nous combattrons. Les Africains qui ne comprennent rien, nous combattrons toujours à la place de nos ennemis, pourtant communs à nous tous. Il y a certains Africains qui ne savent pas que quand ils sont à côté du lion, ils attrapent les chèvres pour donner au lion, pour le nourrir. Au moment où il n'y aura plus de chèvres, le lion va les prendre et vont les bouffer. Il faudrait que les Africains comprennent qu'on doit se mettre ensemble pour combattre les Occidentaux, d'où qu'ils viennent, pour l'intérêt de l'Afrique. Et malheureusement, ils ont passé tout le temps à organiser, à faire en sorte que les Africains se confrontent en permanence pour sauvegarder leurs intérêts. Je voudrais dire à certains Africains que quand vous avez 10 cartouches, il faut préparer 9 cartouches pour les ennemis de l'intérieur et une cartouche pour les ennemis de l'intérieur. Parce que une abeille pour qu'elle te pique doit se poser sur vous. Tant qu'il n'y a pas de traîtres africains en Afrique qui vont travailler pour l'Occident, on va les mettre hors d'état de nuire. Mais il faudrait qu'on commence à combattre nos ennemis intérieurs qui travaillent pour le compte des Français. Parce que c'est ça le vrai problème. Ils sont tellement nombreux en Afrique que quand vous prenez une décision, ils sont les premiers à vous dénoncer, à vous combattre même, sans savoir que ce que vous faites, c'est dans leurs intérêts. Donc les Africains doivent se mettre ensemble, d'où qu'ils viennent, de quelques régions qui viennent, pour combattre les Occidentaux qui ne sont là que pour nous voler, violer et piller nos ressources. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire et qu'on dise à la France, trop c'est trop, on ne peut plus continuer avec eux. Voilà. Alors, Madame Isabelle Abaoui, l'ambassadeur Miguel Oyono, à ce sujet, a invité la France à tenir compte des conséquences diplomatiques négatives que cette affaire pourra engendrer. Selon vous, y a-t-il matière à craindre, en fait? Vous savez, la politique de la réciprocité est payante.
On l'a vu avec l'Algérie, mais on l'a vu aussi avec le Mali. Ça paye. Les Africains, ils ne répondent pas quand il y a de l'injustice. Généralement, on se tait, on a honte, la honte d'avoir été malmené. Il faut que ça cesse, il faut que cette mentalité change. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à là, c'est l'histoire du racisme. Tout à l'heure, j'ai expliqué ce que c'est que l'avenue Foch. L'avenue Foch, c'était une avenue anodine comme ça qui donnait sur les Champs-Élysées. Mais nous étions quand même fin des années 50, début des années 60 quand ça a été acheté, je pense, hein, si j'ai bien compris. Et c'est une avenue, réellement, il y avait une forte prostitution dans cette avenue. Aujourd'hui, tout ce qui est avenue Foch et les avenues aux alentours, et je connais très très bien le secteur, que ce soit l'avenue Iéna ou l'avenue Carnot, toutes ces avenues sont excessivement chères, mais encore plus l'avenue Foch. Et ça a été pris d'assaut par les pétrodollars, tout ce qui est Arabie Saoudite, Émirats Arabes, tout ça. Mais quand on parle des monarchies du Golfe, c'est le précaré marocain, on peut pas y toucher, et c'est des gros investisseurs et des gros consommateurs en Europe. Donc, il y a le racisme, c'est-à-dire que tout ce qui a été raconté est vrai, mais aussi, quand on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les Noirs, voilà. Et les Arabes de l'Afrique du Nord principalement, on ne nous aime pas. Et puis, c'est comme si que ça dérangeait les Français d'avoir l'ambassade ou un ambassadeur noir dans l'avenue Foch. C'est une réalité ce que je vous dis là. Je n'invente rien. Je connais très très bien l'esprit. Moi-même, j'ai été victime d'une chose semblable quand j'ai acheté mon resto. Eh ben, j'étais dans un quartier très chic et j'ai eu pendant longtemps, j'ai vraiment bavé pendant plus de 2 ans. J'avais la police sur le dos parce que j'étais indésirable dans ce quartier-là. Il n'était pas pour moi. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire. Il y a le racisme qui existe. On ne nous aime pas. C'est tout. Et nous sommes indésirables. Il y a le Grand Paris qui est en train de se faire. En dehors de la crise Corona et puis de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, il y a le Grand Paris qui a commencé il y a quelques années et on a commencé ce qu'ils appellent eux le nettoyage. Ils commencent à nettoyer, éloigner quelques familles, éloigner. Il y a toute une politique derrière tout ça. Et je suis persuadée que la Guinée équatoriale est en train de payer ce prix-là. Ce qu'il faut, c'est encore une fois la solidarité et puis la réciprocité. Ils sont pas meilleurs que nous, ils sont pas meilleurs que je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est un dégoût total. Je suis révoltée par rapport à cette politique qui est non seulement néocolonialiste, mais qui est raciste. Il y a du racisme dans l'air. Si personne n'ose le dire, moi je le dis. Si vous ne l'avez pas compris, moi je l'ai compris. Et je l'ai compris depuis le début. Je connaissais pas vraiment ce dossier. J'ai commencé un petit peu à fouiller il y a quelques jours. J'avais entendu Monsieur Michel en parler il y a quelques mois. Et il y a du racisme dans l'air. Et le racisme est là. On essaye de nous éloigner de quelques paysages. Vous allez sur les Champs-Élysées, les Champs-Élysées, c'est à 2 minutes de l'avenue Foch. Il y a une brigade de 2000 policiers. Ils vont pas contrôler un blanc, mais ils vont contrôler systématiquement un jeune, ce qu'ils appellent beurre, ou un jeune black. Voilà, on les appelle comme ça. Ils sont systématiquement contrôlés. Et j'ai vu des choses atroces pour avoir travaillé dans le quartier très longtemps. J'ai vu des sales choses se passer. Nous sommes toujours ciblés, nous sommes toujours visés. C'est ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée équatoriale qui est en quelque sorte victime de ce racisme. Et on m'enlèvera pas de la tête ça. Il y a du racisme dans l'air, sans parler de la transaction d'argent, parce que l'avenue Foch, c'est pour les blancs et c'est pour les pétrodollars, c'est pas pour nous. Maître Janvier Momo, avant de passer la parole à Monsieur Mourad, vous brûlez d'envie de dire quelque chose, peut-être en quelques minutes. Non, je remercie Linda, parce que
non seulement il y a cette conspiration internationale, mais il y a surtout du racisme doublé de la jalousie. Parce qu'à un moment donné, ils se disent comment est-ce qu'un black peut se retrouver à l'avenue Foch au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense que Linda a vu juste. Et c'est cette conspiration, Madame Capen, qui fait en sorte que les tribunaux français ne peuvent pas changer de position par rapport à ce que eux, ils ont conçu en matière de racisme, à ce qu'ils ont conçu en matière de préservation de la supériorité white, à ce niveau, au niveau de la rue Foch, ils ne peuvent pas changer. Donc, pour la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui tente de vouloir chercher à comprendre, non, on ne cherche pas à comprendre les agissements racistes, néocoloniaux et impérialistes d'un État comme la France. On agit contre. Et l'exemple que Linda a choisi est un exemple qui sied le Mali. Dans l'opération, le Mali s'est débarrassé complètement de ce jeune qu'est la France. Et au jour d'aujourd'hui, toute la prospective de développement est basée sur le fait que, une fois de plus, les Maliens se sentent souverains. C'est ce qui manque à la Guinée équatoriale. L'ennemi de la Guinée équatoriale, ce n'est pas les voisins de la Guinée équatoriale. C'est cette France qui lorgne. Et vous savez, quand la France lorgne, elle ne se repose pas jusqu'au moment où elle atteint l'objectif. Donc, il est question pour la République de Guinée équatoriale. Dès lors que la décision, Madame Capen, du 8 juin 2022, fait savoir définitivement à la Guinée équatoriale qu'elle n'aura plus jamais affaire au procès. C'est fini. C'est la raison pour laquelle les maîtres Bourdon et autres, ils ont manifesté, ils ont jubilé en disant enfin, nous quittons les couloirs judiciaires parce que la Guinée équatoriale a usé toutes les cartouches judiciaires pour rentrer dans ses droits. Maintenant, la Guinée équatoriale n'a pas à attendre. Premièrement, elle-même, qu'elle se prépare elle-même à libérer. Luc Michel vient de vous dire que c'est une mission diplomatique que la police française refuse de protéger. Déjà, c'est déjà une autre violation de la Convention de Vienne. Parce que les missions diplomatiques sont protégées dans l'État où ces missions sont accréditées. Donc vous voyez en réalité que si en Guinée équatoriale, Madame Capen, on continue d'attendre, c'est un espoir de pluie au désert. À un moment donné, on va vous dire c'est un pétrodollar ou c'est une monarchie de tel qui a acheté l'immeuble et qu'il faille les déguerpir. La Guinée équatoriale ne doit pas attendre cette honte. Il s'agira d'une honte. Il faut qu'il prenne les devants. En tant qu'un État souverain, en disant, à partir de la décision du 8 juin 2022, nous comprenons que nous n'avons plus droit à faire la justice, nous avons droit à faire aux hommes et à la diplomatie. Et en termes de diplomatie, il y a la réciprocité. Et quand on veut faire la réciprocité, on n'avertit pas. Vous voyez comment cela se passe entre les États-Unis et les pays arabes, entre les États-Unis et la Confédération de Russie, pendant cette opération spéciale en Ukraine. Mais vous voyez, la Fédération de Russie a expulsé les plénipotentiaires et les diplomates français. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on veut faire agir la souveraineté de son pays, on n'a pas de patate à faire cuire. La Guinée équatoriale est en retard. Depuis le 8 juin, dès le lendemain, elle devait comprendre que, avec leurs juristes, nous n'aurons plus jamais affaire à la justice. Nos biens qu'ils ont arrachés, c'est définitif. Le seul moyen aujourd'hui, c'est la réciprocité. C'est quoi? C'est que, sur le plan diplomatique, vous avez posé un acte qui est susceptible pour nous de réagir diplomatiquement. Lorsque vous saisissez, parce que l'immeuble est saisi, lorsque vous saisissez une mission diplomatique, immédiatement la vôtre qui se trouve dans notre pays, elle doit aussi faire l'objet d'une saisie, même en dehors de procédure. Vous dites à l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale, désormais vous êtes persona non grata avec votre personnel. Monsieur Mourad, voilà, Madame Linda Labawi parle d'une question de racisme concernant cette affaire de bien mal acquis. Partagez-vous cet avis? Ça coupe parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Deux choses. Premièrement, j'en ai parlé tout au début de votre émission. J'ai rappelé qu'il y avait un article dans Mediapart. Ce ne sont pas les Français qui sont racistes, malheureusement, ce sont leurs institutions.
et je fais partie de ceux qui se battent pour modifier l'ordonnance de 58 concernant les magistrats pour les rendre responsables de leurs décisions judiciaires, car elles sont de plus en plus arbitraires. En l'occurrence, effectivement, ils ne se sont jamais cachés lors de la dernière promotion de l'École nationale de magistrature. De permettre à M. Morad de poursuivre son analyse. Question purement raciste, selon Mme Linda Labaoui, avis partagé également par Maître Janvier Momo. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, Mme Capen. Il faut savoir que les Français ont été toujours racistes. Vous avez vu comment ils ont traité les Noirs pendant des époques, pendant des décennies. Ce n'est pas une invention, c'est tout à fait réel. Ce que Mme Linda Labaoui dit est tout à fait réel. Et j'admire beaucoup l'analyse de cette dame qui vraiment dit des choses très très importantes. Si les Africains pouvaient saisir l'opportunité pour faire la réciprocité, parce que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qu'attend la Guinée pour expulser l'ambassadeur de France en Guinée. Quel est l'intérêt qu'on a avec les Français en Guinée jusqu'aujourd'hui? Moi je ne vois aucun intérêt. Au contraire, ils sont là pour piller, voler, violer et tout et tout. Le franc CFA c'est eux. Le pillage de sol et de sous-sol, c'est eux. Qu'est-ce qu'on gagne avec eux? Je dis rien du tout. Autant les expulser comme ils sont en train d'emmerder les pays africains en France. Il faut les expulser. On n'a rien à attendre d'eux. Parce que je ne sais pas que sont à foutre avec eux. Ils malmènent un vice-président d'un État comme ça là. Ils méprisent les citoyens de cet État comme ça là. Les ambassadeurs, ils les méprisent comme ça. Non, on en a marre. On est fatigué. Madame Capel, il faudrait qu'on mette un terme à cette histoire. Et je pense que c'est la règle de la réciprocité qui s'impose maintenant. Le Mali nous a montré un exemple patent. On devrait se référer à ce qu'a fait le Mali pour mettre en place une stratégie commune pour expulser tous les Français des pays africains et bloquer tous leurs avoirs en Afrique. Faire en sorte que tout ce qu'ils ont investi, qu'on les nationalise parce qu'on n'en a rien à foutre avec eux. Déjà, même si on les nationalise, ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont pillé en Afrique. Donc, il faut qu'on mette un applicateur dans cette histoire. On est fatigué de la France, Madame Capel. Monsieur Morad, vous avez la parole. Alors, le temps de permettre à Monsieur Morad de revenir et de poursuivre son analyse concernant cette problématique même de racisme mise au devant de la scène. Alors, Monsieur Edel, c'est une manipulation purement politique selon certains experts. Partagez-vous cet avis? Également, je partage cet avis. Nous le partageons ensemble ici. Parce que la France aussi a des intérêts en Afrique. Ils ont des biens en Afrique. Quel État africain qui s'est levé un jour pour dire, voilà, ce sont des biens mal acquis par la France? Alors, nous disons encore une fois que la France doit arrêter. Et si la France franchit cette ligne rouge, je pense que ça va aller mal. Nous soutenons tout ensemble le vice-président de la Guinée équatoriale. Nous avons mené des actions qui a fait la une. Nous avons mené des actions beaucoup partout pour dénoncer ça. Ici au Luxembourg, les vidéos sont là, vous avez tout. Et nous continuons toujours. Sans vous mentir, au nom de mon mouvement, tout cela, ce ne sont que des mascarades et des inventions par les tribunaux français. Encore une fois, je vous remercie. Je suis en ligne. Le temps d'arriver à la maison. Alors, Monsieur Luc Michel, pour le même ambassadeur Miguel Oyono, ce dossier est clairement un procès politique. Il s'agit là de propos fort évocateurs. Quel regard portez-vous à ce sujet, Monsieur Luc Michel? Activez votre micro, Monsieur Luc Michel. Monsieur Luc Michel, vous êtes à l'antenne. Activez votre micro. Alors, petit souci de liaison avec Monsieur
Luc Michel. Alors, Madame Linda Labaoui, pour l'ambassadeur Miguel Oyono, ce dossier, je cite, est clairement un procès politique. Quel regard portez-vous à ce sujet? Madame Linda Labaoui, vous avez la parole. Vous m'entendez? Nous vous recevons, Madame Linda Labaoui. Je disais, le langage qu'a tenu Monsieur l'ambassadeur, c'est un langage totalement diplomatique. Il y a des langages qu'on ne peut pas employer quand nous avons un poste pareil. Donc il va pas dire nous subissons le racisme. Il est forcé par la diplomatie de parler autrement. Et il y a aussi les biens que possède ce pays. La Guinée équatoriale, c'est un pays très riche. Actuellement, nous voyons que l'ancien colonisateur qui est l'Espagne revient un petit peu sur le continent. Ils veulent revenir à travers déjà le dossier du Sahara occidental. Donc, crise Corona et crise Ukraine-Russie obligent. Chacun veut des intérêts, chacun veut jouer un rôle. Donc, au départ, c'est les Français, et actuellement, il y a les Espagnols qui reviennent sur la scène. Il faut pas les négliger, cela non plus, hein. Mais encore une fois, ça peut être diplomatique, ça peut être ce qu'on veut. Cette procédure n'est pas normale. Vous savez, une voiture diplomatique, quand elle est garée, elle est mal garée, et on met une contravention, cette contravention, l'ambassade ou le consulat peut ne pas la payer, et puis il n'y a pas de poursuite. Même s'il y a des poursuites, ça n'aboutit à rien. Alors, un bien pareil, moi je vous dis, je conseille à tout le monde d'aller sur Google et de voir ce que c'est. Je connais très bien le quartier, je sais de quoi nous parlons et de quelle avenue nous parlons. C'est un bien exceptionnel. Il faut savoir qu'à Paris intramuros, tout ce qui est aussi Champs-Élysées, malgré qu'il y a eu la crise des surprimes, tout ça, il n'y a plus aucun centimètre carré à vendre. Il n'y a plus rien à vendre. Il n'y a plus de produits. Donc, c'est un produit exceptionnel. Et en plus de ça, tenu par des gens qui sont indésirables dans le quartier. Je l'ai dit tout à l'heure, moi-même, j'ai payé les frais de la même chose. On m'a dit, tu ne peux pas t'installer dans ce quartier, il n'est pas pour toi. Voilà, tout simplement. Et je me suis battue pour rester dans ce quartier-là, et je me suis battue, ça m'a usé. Donc, je sais ce que c'est. Le racisme en France, quand on me dit, j'ai entendu le monsieur tout à l'heure, Mourad, quand on s'appelle Mourad, déjà, j'espère qu'il m'écoute parce que j'aimerais que le message arrive. Quand on s'appelle Mourad, on n'est pas français, on ne le sera jamais. Voilà. On ne le sera jamais. Il faut que les Africains le comprennent. On est toujours français d'origine. Voilà. Il y a une interrogation. Donc, et quand on me dit que les Français ne sont pas racistes, ce sont les institutions, et les institutions, qui c'est qui les fait tourner? Faut pas être idiot à ce point. J'ai parlé un jour sur Afrique Média de Malik Bennabi. Malik Bennabi, il a parlé de, justement, décoloniser la tête, décoloniser le cerveau, sortir de là. Quand je m'appelle Mourad, je ne suis pas français. C'est tout. Ils ne veulent pas de moi. Je peux me battre, c'est tout. Moi, je m'appelle Linda. Réellement Linda. Mes parents m'ont appelée comme ça. Mais je ne suis pas française, je n'ai pas voulu obtenir la nationalité française parce que je vois très bien les agissements et je les ai vus même quand j'étais jeune. Donc, le racisme est là. Et c'est pas les institutions qui sont racistes, c'est le français qui est raciste. Vous allez n'importe où, le français se croit supérieur parce qu'il nous a colonisés, parce qu'ils étaient chez nous, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Et puis malheureusement, on dit rien, on a peur. Les gouvernements qui se succèdent en Afrique ont peur. La différence qu'il y a avec l'Algérie, c'est que c'est le seul pays où la France est sortie avec des bombardements, avec des bombes, avec des armes, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et on se bat pour que ça reste comme ça. Et le jour où le pouvoir a été spolié par une bande de voyous qui étaient liés à la France, on les a foutus tous en tôle.
Mais il n'y a que ça qui marche. Et là, la semaine dernière, on a dit à l'Espagne, stop, c'est stop. Et c'est cette mentalité qui marche. Les Maliens, ils l'ont fait. On les a pas bombardés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le soutien de d'autres pays. Plus on dit stop à tous ces agissements, plus nous sommes respectés. Le respect, le respect, on va pas l'acquérir comme ça. Le respect, on oblige les gens à nous respecter. Mais quand j'entends des aberrations comme ça, que c'est les institutions qui sont racistes, ce n'est pas le français. Eh ben, qui m'a colonisé? C'est une institution, c'est bien un Français qui est venu en Afrique. C'est bien un Français qui a employé les enfumades et les tueries, les massacres et les viols. C'est pas une institution qui est venue. Donc, tant que cette mentalité est là, eh ben, ça ne changera rien du tout. La seule mentalité, c'est la réciprocité. Ce que tu me fais, je te le fais. En Algérie, il n'y a personne qui rentre sans visa. Même l'Américain. Même l'Américain, il rentre pas sans visa. Les seuls pays qui rentrent sans visa, ce sont des pays africains. C'est les seuls qui ont le droit. Il y a quelques pays africains qui ont le droit de rentrer en Algérie sans visa. Tout le reste, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, tout le monde rentre avec un visa. Et pourquoi? Parce que pour aller chez eux, il faut un visa. Mais c'est ça qui marche. Alors la Guinée équatoriale, il faut qu'elle fasse ce qu'on est en train de lui faire. Et ça va faire boum, ça va parler sur les réseaux sociaux, il y a les journaux qui vont en parler, et puis les gens vont comprendre leurs problèmes. Et puis après, on va dire à la France, mais stop, ça c'est diplomatique, c'est un ensemble diplomatique, c'est un bâtiment diplomatique, vous n'avez pas le droit de le toucher. Il n'y a que comme ça que ça marche. Chers invités, chers téléspectateurs, je vous invite à présent à suivre cette enquête inédite concernant cette affaire de Bien Malaki. On se retrouve juste après. Une enquête inédite sur le jeu trouble de l'Occident en Guinée équatoriale. Alors, Maître Janvier Momo, un mot avant de poursuivre justement cette thématique centrale qui est à l'honneur ce soir. Le documentaire interpelle davantage Madame Capin, les autorités de Guinée équatoriale, de n'avoir confiance qu'en elles-mêmes. Vous savez, les relations diplomatiques, les rapports entre les États, ce sont des rapports d'intérêt. Le documentaire vient de vous le prouver. Un coup d'État qui est monté au vu et au su de tous. C'est à la dernière minute et ils n'ont même pas évoqué ce qui s'est passé. En réalité, c'est Robert Mugabe du Zimbabwe qui a l'information et il constate à un moment donné que certains de ses compatriotes sont dans le coup et fait interpeller tout ce monde, alerte le président de la République de Guinée équatoriale que, attention, il y a un coup d'État qui arrive. Donc, tout cela, madame, les affaires de Bien Malaki, les coups d'État montés et échoués contre la République de Guinée équatoriale, interpellent les autorités de Guinée équatoriale de prendre des actes qui s'imposent au moment où il faut. Nous continuons à dire que l'affaire de Bien Malaki concernant la Guinée équatoriale s'est terminée depuis le 8 juin 2022. Et qu'aujourd'hui, il n'y a que la manette diplomatique. Il n'y a plus que l'arme diplomatique que la Guinée équatoriale doit utiliser parce qu'elle doit comprendre de façon définitive que la France n'est pas l'ami de la Guinée équatoriale. Vous vous souvenez des procès contre Orange, des procès Orange contre la Guinée équatoriale. Vous vous souvenez de ce que Total a créé en termes de pénurie en Guinée équatoriale. Toujours la France. Alors, vous vous souvenez de l'aéronef, c'est-à-dire de l'avion de la République de Guinée équatoriale qui a été saisi par la même France. Madame, les multinationales françaises vont à l'encontre du pouvoir équato-guinéen. La République française elle-même, en dehors des coups d'État montés et échoués, avec l'affaire de Bien Malaki, prouve à suffire que l'impérialisme n'est pas seulement culturel, il n'est pas économique, il n'est pas politique, il est aussi judiciaire. Parce que l'affaire de Bien Malaki, c'est un volet de l'impérialisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce racisme judiciaire, face
à cette conspiration internationale française contre la République de Guinée équatoriale. Qu'attendent les autorités de Guinée équatoriale pour prendre des actes qui s'imposent? Mais oui, en matière de relations entre États aujourd'hui, c'est la réaction qui vaut la peine. Lorsqu'il y a action, il faut qu'il y ait réaction. C'est ça qui crée la respectabilité internationale. Et nous disons, les États africains ont regardé faire. La Guinée équatoriale s'est battue seule jusqu'au 8 juin 2022, madame. Un sommet vient de se terminer à Malabo. Mais combien est-ce que sur la table de ce sommet, il y avait l'affaire des biens de la Guinée équatoriale? Parce que les biens de la Guinée équatoriale, ce sont les biens de l'Afrique. Il n'y en avait pas. Parce que les Africains prennent toujours à la légère ce qui semble plus important. Regardez comment ce qui se passe au niveau du Mali. Pourquoi les États africains ne constituent pas des charters de nourriture, ne font pas ce qu'on peut appeler une main levée financière, manifestant la solidarité vis-à-vis du peuple malien. On abandonne le peuple malien face à ces réalités. Fort heureusement, ils ont des hommes solides qui sont engagés au combat. C'est le drame de l'Afrique. C'est-à-dire, nous, on s'isole face à la prédation de l'impérialisme, et puis la proie isolée est facile à être happée. C'est ce que l'impérialisme fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aimé Césaire a dit, une foule qui ne sait pas faire foule. Les Africains ne savent pas faire foule, ou ne veulent pas faire foule. Mais face au dernier combat, parce que nous sommes au dernier combat de la lutte pour la conquête de la véritable souveraineté de l'Afrique. Chaque État ne doit pas être abandonné seul. Je pense que l'affaire des biens mal acquis, qui s'est achevée le 8 juin 2022, a jeté un pavé dans la mare. C'est quoi? C'est que les États africains doivent désormais réagir. Ils doivent réagir face à l'action. La Guinée équatoriale ne doit pas attendre. Parce qu'on ne sait pas le coup qui arrive. Et surtout, les échéances électorales au sommet de l'État approchent. Et lorsque les échéances approchent, nous savons ce qui se passe de façon sempiternelle en Afrique. C'est la horde de déstabilisation. C'est des montages et des coups. C'est tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Mais Madame Capin, je pense que les autorités des bateaux guinéens doivent prendre l'exemple de ce qui arrive à Alpha Condé. C'est-à-dire, non seulement l'impérialisme agit directement, mais agit aussi avec vos proches, avec les nègres de maison et les 5e hommes. Le président Alpha Condé a confié les clés de sa sécurité à un ancien légionnaire. Mais oui, parce que les Africains, nous négligeons tout. Mais il s'est retourné un matin contre lui, en disant qu'il s'en va à la mort. Mais vous ne pouvez pas aller à la mort quand vous-même, vous avez les clés des armes qui donnent la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, au niveau de la Guinée équatoriale, il faut arrêter le terreau par les cornes. Les Équato-Guinéens doivent faire comprendre à la France et aux Français en Guinée équatoriale, surtout l'ambassadeur en Guinée équatoriale, que monsieur, nous n'avons plus besoin de la France dans notre pays. Et je pense que dans ce mouvement pacifique de reconquête de la souveraineté et de la véritable liberté, la Guinée équatoriale va acquérir un autre statut à l'international. Que les Équato-Guinéens n'aient pas peur. L'ennemi de la Guinée équatoriale, ce ne sont pas les pays voisins de la Guinée équatoriale. C'est la France. C'est elle qui monte les coups. C'est l'Espagne. C'est eux qui montent les coups. Vous avez le documentaire, il a été clair. Fort heureusement, il n'a pas été réalisé par Afrique Média. Madame Capin, on devait vous accuser une fois de plus d'être à la source de la conspiration ou du sentiment néo-français. Il est déjà en train de progresser. On parle du sentiment néo-occidental contre anti-occidental. De toutes les façons, chaque pays a le devoir, chaque pays africain a le devoir désormais de prendre sa responsabilité ou de la laisser s'absoudre dans le néocolonialisme avec les nègres de maison que nous avons. Tout le coup a été monté parce qu'il y avait un sévère moto, c'est-à-dire un Équato-Guinéen qui a accepté que le sang se verse en République de Guinée équatoriale pour qu'il reprenne les choses pour distribuer les biens de la Guinée équatoriale à l'Espagne qui voulait revenir aux affaires. La France, même jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas cessé au Mali.
elle va continuer au Mali. Elle est derrière le coup d'État en Guinée, justement parce que le partage du gâteau, de la bauxite, du fer de Simandou, la France était exclue. Elle veut revenir dans ce partage du gâteau. L'Espagne voulait revenir dans le pétrole équato-guinéen. C'est ça, les pays africains doivent comprendre et savoir agir, savoir rompre à un moment donné les relations diplomatiques. Depuis 1979, l'Iran a dit non aux États-Unis, mais l'Iran progresse. C'est après 1979 que l'Iran acquiert sa bombe atomique et tout ce que vous pouvez comprendre. Donc, je pense que la Guinée équatoriale n'a plus de diplomatie à faire. Madame Capin, la Guinée équatoriale n'a plus de diplomatie à faire. Le jeu est clair désormais. Vous avez un État qui est non seulement jaloux de votre souveraineté, de vos biens et du développement de votre pays, mais aussi il est raciste. Il ne veut pas que vous soyez tranquille chez vous et il ne veut pas vous voir chez eux. En happant, en volant, en trichant, en arrachant l'immeuble abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, le message est clair. La France dit à la République équatoriale, la République de Guinée équatoriale, nous ne vous voulons pas chez nous. Pourquoi les Équato-Guinéens veulent faire la diplomatie? C'est terminé avec la diplomatie, il faut agir. Alors, doyen Simon, en quelques mots, procès de Bien Malaki, à quand le dénouement? Je pense que ce qui me choque le plus, c'est qu'il vient de se passer un événement en Guinée, où tous les Africains étaient représentés. On n'a même pas évoqué ce problème des biens mal acquis de la Guinée équatoriale. Et c'est dommage, dans la mesure où moi je pense que, je dis toujours sur ce plateau que quand la barbe du voisin est en train de brûler, il faut mouiller la tienne. Parce que si le feu ne s'arrête pas chez le voisin, ça va attaquer votre maison. Donc les Africains doivent apprendre à être solidaires, à se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de prôner ce tribalisme qu'on nous a imposé, ce racisme qu'on nous a imposé. Non, je parle du tribalisme parce que chez nous, c'est le tribalisme. Le racisme, c'est entre les Blancs et nous. Je dis simplement qu'il faudrait qu'on mette un terme à cette histoire où on va penser que je suis du Cameroun, je suis de la Guinée, je suis du Tchad, on ne peut pas se mettre en France pour défendre nos intérêts. Nos intérêts sont communs. On vient d'une même racine et il faut qu'on défende nos intérêts. Parce que quand on est en train d'agresser un noir quelque part, on ne demande pas de quel pays il vient, on agresse le noir. Et c'est tout. Et c'est un racisme qui ne dit pas son nom dans tous les pays du monde entier. Il faudrait que les Noirs se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts partout où ils se trouvent. Et je commence par dire à tous les Africains que, avec l'avènement de Bien Malaki dont on est en train de parler aujourd'hui, un pays comme le Koweït est installé à la rue Foch. Personne ne fait allusion à leur présence dans ce pays. Ils ont des équipes en France où ce sont les Arabes qui gèrent, les Asiatiques qui gèrent, ça ne pose aucun problème. Mais quand c'est un Noir, il est veillé à toutes les hégémonies, il faut qu'on mette un terme et qu'on se mette ensemble pour défendre nos intérêts. On ne peut plus accepter ce genre de situation où on pointe un pays africain, on dit on met tout le rôle compresseur sur lui pour le détruire et les autres regardent sans rien dire. Je dis encore une fois, les Africains ont intérêt à se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts partout où ils se trouvent. Et c'est ainsi que je dis, l'exemple du Mali était un exemple patent. Les gens devraient prendre l'exemple du Mali pour faire tache d'huile partout dans les pays africains et que la Guinée équatoriale également se mette en la posture de la Guinée pour mettre un terme aux relations entre la Guinée équatoriale et la France parce qu'ils n'apportent rien dans ce pays. Et ainsi, ce pays qui est la Russie, qui est en train de nous soutenir, vont maintenant apporter leur concours à notre réorganisation sur le plan militaire, sur tous les plans, pour qu'on se mette ensemble pour défendre nos intérêts dans tous les pays africains et exploiter nos ressources minières en signant des contrats qui ont des avantages pour les pays africains parce que jusqu'aujourd'hui, on est exploité et on ne gagne rien dans tous les contrats qu'on s'y avait l'Occident. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ce passage ce soir, Madame Capin. Alors, Monsieur Eden, nous acheminons vers la fin de ce programme. S'achemine-t-on vers une rupture des relations diplomatiques entre la France et la Guinée équatoriale? Monsieur Eden, vous avez la parole. Oui, madame, je vous écoute. Mais si la France essaie de passer la ligne rouge, mais écoute, il y aura la rupture diplomatique entre la France et la Guinée équatoriale. Parce que les Guinéens ne vont pas baisser les bras, ni les Africains du monde entier, de par le monde, ni les Africains d'ici. Ce que nous faisons, nous allons continuer à poser nos actes pour défendre, dénoncer
ce qui se passe entre la France et la Guinée équatoriale. De passage, je tiens à remercier beaucoup les pénalistes, surtout Maître Momo, pour toutes ces interventions qu'il a fait. Et nous, au nom de moi, au nom de notre mouvement MPCA ici au Luxembourg, et à mon nom personnel, nous souhaitons d'avance bon anniversaire au vice-président de la Guinée équatoriale qui se tient tranquille. Toute l'Afrique est derrière lui. Nous avons des gens compétents comme Maître Momo, ceux qui nous allons aussi accueillir certains conseils pour continuer à agir dans le sens de défendre la Guinée équatoriale et son vice-président et son président et défendre l'Afrique entière. Donc, si vraiment selon la France vous, que recherche véritablement Paris? Paris cherche une place qu'elle ne peut plus avoir. Paris a perdu. Je vais terminer avec les paroles d'Alain Chouet. Alain Chouet, c'était le patron de la DGSE. On lui a posé la question sur France 24. On lui a dit pourquoi ce sentiment anti-français. Il a répondu, nous ne sommes plus crédibles. Nous avons reçu Kadhafi chez nous, nous avons ouvert les portes de l'Élysée et puis nous l'avons bombardé. Nous avons donné à Bachar el-Assad la plus grande distinction française et nous l'avons poignardé dans le dos. Donc ça c'est les paroles de l'ancien patron de la DGSE. Donc là, à mon avis, complètement perdue. Elle recherche sa place en Afrique qu'elle a perdue, mais au lieu d'essayer de rétablir les choses, elle continue dans une politique néocolonialiste et raciste. Et je vous remercie énormément, Afrique Média. Alors, doyen Simon, en quelques mots, s'achemine-t-on vers la fin ou à la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Guinée équatoriale? En quelques mots, nous sommes en train de clôturer cette question. En réalité, je pense qu'on arrache la liberté. On ne la donne pas. Les Africains doivent se préparer à arracher leur autonomie, leur indépendance totale entre les mains de ces gens. On ne doit pas attendre qu'ils viennent nous proposer. C'est nous qui devons arracher par la force. C'est pour ça qu'il faut casser les rapports diplomatiques entre les pays africains parce que ça ne nous apporte rien du tout. Rien jusqu'à présent. Je ne vois pas ce que ça nous apporte. On est en train de causer un français qui nous apporte rien du tout. On ne développe pas notre agriculture, on ne développe rien du tout. On est avec une monnaie française qui ne nous apporte rien du tout. Il faut mettre un terme à ces histoires. C'est autant de choses qu'il faut arrêter immédiatement. Le Mali l'a fait, ils ne sont pas morts. Plusieurs pays africains sont en train de le faire, ils ne vont pas mourir. Donc il faut penser à mettre un terme à cette histoire, Madame Capin. Maître Janvier Momo, en quelques mots, s'achemine-t-on vers la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Malabo? Il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques définitives. Vous savez, le droit international a ceci de particulier qu'il prévoit non seulement les clés pour fermer les portes, mais aussi et surtout les clés pour les ouvrir. Mais dans le cas d'espèce, où la Guinée équatoriale est arbitrairement spoliée, non seulement de ses biens mobiliers, mais aussi et surtout des biens immobiliers au rang desquels une mission diplomatique. Et cela au mépris de toutes les conventions sur les protections des missions diplomatiques, des personnels des missions diplomatiques. Et ils poussent l'outrecuidance jusqu'à dire qu'une mission diplomatique doit à l'intérieur refléter le travail diplomatique. Mais c'est une insulte qui n'a pas de nom au niveau de la Guinée équatoriale. Un lieu où, eux, lorsqu'ils veulent venir en Afrique, ils partent prendre des visas, Madame Capin. Mais où est-ce qu'on prend des visas dans un pays? Mais c'est dans une mission diplomatique ou dans une mission consulaire. Je pense que cela est clair. Pour répondre clairement à votre question, je reviens à l'histoire de ce que la Guinée équatoriale subit vis-à-vis de la France. Je vous ai parlé de la pénurie de carburant. Et vous savez ce que c'est qu'une pénurie de carburant? C'est le soulèvement populaire qu'on recherche. Et c'était total. Pénurie de gaz au niveau de la Guinée équatoriale. Orange, dans un procès, fait saisir l'aéronef de la Guinée équatoriale. Les coups d'État, non seulement celui de 2004, mais le dernier en date, qui a été fait, qui a été monté
de toutes pièces à Paris. Mais qu'est-ce que vous attendez pour comprendre que vous avez en face un bourreau? Un bourreau que vous cherchez à caresser avec les us et coutumes diplomatiques. Il faut faire attention. Il faut agir. Et le moment est venu pour la Guinée équatoriale d'agir. Parce que s'ils ne comprennent pas, il faut que j'explique. Cette décision du 8 juin 2022, madame, c'était le dernier rempart. C'est-à-dire, c'était la dernière bouffée d'oxygène qu'on donne à un malade en réanimation. C'est terminé. Attendre que les uns et les autres soient expulsés. Ça, c'est une petite affaire de procédure. Ça, c'est les huissiers de justice, ils vont se charger de le faire. C'est-à-dire aller dire, écoutez, nous avons cette décision que nous allons exécuter, s'il vous plaît, exécutez. Vous n'exécutez pas, mais ils vont passer à la vitesse supérieure. Mais la Guinée équatoriale n'a pas besoin d'attendre cette honte à l'international. Elle doit prendre les devants. N'attendez pas qu'on vienne vous dire sortez d'ici. Non. Prenez les devants, vous libérez. Ils ont dit c'est leur maison. Parce que sur le plan purement juridique, lorsqu'ils ont saisi, ça veut dire que vous n'avez plus la propriété de l'immeuble. Ils ont plusieurs forces à exercer. Il ne faudrait pas qu'on humilie le personnel équato-guinéen qui se retrouve dans cette ambassade. Il est question pour la Guinée équatoriale de dire à l'ambassadeur de France et à tous les autres que vous n'avez plus le droit de citer dans notre pays. Dès lors que vous avez franchi le Rubicon, que vous avez piétiné le droit international en saisissant notre mission diplomatique qui se trouve à la rue Fauche en France chez vous. Alors, merci infiniment, Maître Janvier Momo, pour votre disponibilité. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, mais également juriste. Ouais. Alors, doyen Simon, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. Vous êtes promoteur du Made in Africa, mais également président de la commission communication du Made in Cameroon. Madame Linda Labawi, merci pour votre disponibilité. Merci. Une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. Monsieur Edel Kokou, merci infiniment d'avoir répondu présent à cette invitation de la télévision panafricaine. Merci aussi à vous. Malgré toutes les difficultés que j'ai eues, mais quand même, je suis là. Donc, merci que Afrique Média continue à lutter pour l'Afrique. Alors, merci également à monsieur Luc Michel, qui est géopoliticien, qui a participé dans cette émission. On rappelle aussi que monsieur Edel Kokou est membre du mouvement MPCIOEA, j'y arrive finalement. Monsieur Mourad El Attab, qui était présent également dans le cadre de cette émission, géopolitologue. Merci infiniment à tous ces nombreux internautes qui ont participé activement sur les différentes plateformes de la télévision panafricaine dans le cadre de ce programme Face à l'actualité. Merci infiniment, chers téléspectateurs. Point final. C'est ici que nous mettons un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.